Donc, bienvenue, bienvenue. On est déjà 56 participants à ce webinaire qui s'adresse aux offices de tourisme, aux relais territoriaux, aux ADT, CDT et aux parcs et qui a pour objet la présentation des tutoriels du slow tourisme qui accompagne l'appel à candidature de l'ADEME. Nous devrions dépasser les 60 participants bientôt. En attendant, je vous rappelle les règles de fonctionnement de cette réunion à distance. Donc, vous ne pourrez voir que les intervenants qui sont là pour vous présenter ces documents et puis répondre à vos questions. Les questions, vous pouvez les poser à travers le petit bouton Q&R qui est en bas de votre écran ou à travers le fil de conversation. Sophie Pirquin, qui est dans cette réunion et que vous devez voir effectivement parmi les intervenants, eh bien, les posera pour vous, synthétisera aussi les questions qui se rassemblent et ces échanges auront lieu plutôt en fin de séance de la réunion, après la présentation des tutoriels vidéo. Voilà. Donc maintenant, nous sommes plus de 50 et puis ça continue à augmenter. Je passe la parole à Jean Pinard, directeur général du CRTL Occitanie, pour effectivement démarrer cette réunion. Jean. Merci Sophie, bonjour à toutes et à tous, merci d'être présent, d'avoir répondu présent donc, à ce séminaire qui a été monté assez rapidement puisque je crois que ça fait à peu près 15 jours qu'on a réfléchi à sa mise en œuvre et sa mise en œuvre est liée au fait qu'on a eu beaucoup de demandes d'acteurs institutionnels, donc d'offices du tourisme ou de relais territoriaux ou de comités départementaux de tourisme sur l'appel à projet de l'ADEME. C'est le troisième volet de l'appel à projet de l'ADEME et celui-ci concerne le slow tourisme. Il concerne tous les organismes institutionnels en capacité de s'engager dans cette démarche-là. Et l'idée, c'était de vous donner plus d'informations sur le contenu de cet appel à projet et puis peut-être globalement, plus largement, de parler de slow tourisme, qui est une manière de concevoir et d'envisager le développement touristique dans une région comme l'Occitanie, qui fait écho à tout ce qu'on souhaite engager, nous, en termes de tourisme durable, en termes de relocalisation de l'économie touristique en faveur des habitants, et puis globalement, à une vision du développement, à une vision de la croissance de l'économie touristique qui serait peut-être un peu plus portée par les acteurs locaux que par les acteurs internationaux. Ça veut pas dire qu'on arrêterait tout d'un côté pour miser tout de l'autre, c'est juste une vision d'un nouvel équilibre aujourd'hui du développement et de la croissance de l'économie touristique. Donc ce séminaire, il est avant tout réservé donc, aux organismes institutionnels que vous représentez. Et vous êtes un peu plus de 67 inscrits, donc ça veut dire qu'il y avait une demande. Il y a déjà eu des séminaires qui ont été engagés sur le sujet du slow tourisme. Je viens de voir tout de suite que ADN en programma le 21 mai, donc pour ceux qui voudraient se refaire une piqûre de rappel, noter cette date par rapport au séminaire d'ADN. Nous, il est vraiment consacré aux enjeux du slow tourisme en Occitanie. Je pense que le slow tourisme, quelques territoires, je pense en particulier au Gers, ont pris un temps d'avance dans ce domaine-là, puisque c'est vraiment ce qui a guidé la réflexion de développement touristique du Gers, qui, moi, je pense, en toute objectivité et sans chauvinisme aucun, fait référence en France aujourd'hui par rapport à ce qui a déjà été engagé. Peut-être que certains d'entre vous sont acteurs du tourisme dans le Gers et vous pourrez peut-être témoigner à la fin de ce séminaire. Et on s'est associé donc pour organiser ce séminaire à 3 intervenants experts sur le sujet. On va commencer par les dames. Madame Sophie Portier de l'ADEME, qui va vous parler de l'appel à projet. Jérémy Vincent, qui lui vient des services de l'État, de la DGE, qui pilote ou copilote avec l'ADEME cet appel à projet. Et puis Hugues Bézot, que j'ai côtoyé moi quand j'étais en Auvergne et lui en Rhône-Alpes, et qui est un des experts sur ces sujets et on va dire plus globalement sur une vision que je pense que nous partageons tous les deux d'un développement touristique le plus harmonieux, le plus partagé, le plus acceptable pour les populations, parce que c'est aussi ça qui nous intéresse. Voilà, moi je ne vais pas faire plus long, sauf que vous rappelez l'enjeu pour le CRT, l'enjeu pour la région Occitanie sur ces sujets qui font sens par rapport à toute la mutation du tourisme. Alors moi, je ne suis pas trop
Je ne suis pas trop pour parler de nouveaux touristes, parce que nouveau, ça fait toujours un peu marketing et ça fait un peu toujours nouvel homo là, de Coluche, pour ceux qui s'en souviennent. Donc, on va rester plutôt modeste. On va pas considérer qu'on va tout balayer pour repartir à zéro. On va simplement dire que la crise nous amène à des mutations. On les avait, je pense, moi, anticipées pour partie dans notre vision du développement touristique en Occitanie. Et la crise ne fait que les accélérer. Et je pense que ce qui est engagé par l'ADEME et le CRT Occitanie est engagé vraiment aux côtés de l'ADEME depuis le début de cette réflexion, depuis le début de ces appels à projets autour du tourisme durable et du slow tourisme, va dans le bon sens, qu'on va l'accompagner et nous, on souhaite le plus de partenaires possible, le plus d'offices, le plus de CDT, le plus d'acteurs du tourisme à nos côtés pour nous engager dans cette nouvelle vision du tourisme qui, pour nous, est un vrai positionnement stratégique et on souhaite, voilà, au moment où tout devrait rouvrir, en tout cas, tout devrait revenir, j'espère, à la normale, en tout cas, au moins du point de vue de la fréquentation touristique et de l'ouverture des équipements touristiques, on souhaite s'engager dans quelque chose de plus vertueux et de plus compatible avec ce que veulent d'un côté les touristes et ce que veulent de l'autre côté les habitants, parce que c'est quand même l'équilibre entre les deux et le respect du bénéfice que doit être le tourisme pour ces deux catégories que nous nous engageons. Et je ne dis pas plus, vous souhaitant donc un bon séminaire. Remercie encore les trois intervenants d'avoir répondu aussi vite à cette proposition de séminaire. Et puis, je vous souhaite un bon séminaire à nos côtés et aux côtés de nos intervenants. Merci. Merci Jean. Donc, on va passer la parole directement à Jérémy Vincent de la DGE pour présenter le sujet du slow tourisme en fait et aborder déjà des questions concrètes, des exemples concrets. Jérémy Vincent, c'est à vous. Oui, merci. Bonjour à toutes et à tous. Merci avant toute chose au CRTL d'Occitanie de nous avoir conviés et d'avoir initié ce webinaire sur ce beau sujet du slow tourisme. Pour ma part, j'ai plaisir à intervenir à vos côtés et j'espère que nous saurons répondre à vos attentes. Alors, pour cet après-midi, je fais défiler les slides. Hop. Voici donc le plan de l'intervention que nous vous proposons. Donc, une présentation largement dédiée au tutoriel du slow tourisme, à leur articulation, à leur contenu, et puis de manière très concrète, comment s'en saisir et comment accompagner les prestataires et les porteurs de projets dans leur utilisation et dans leur remplissage, puisque vous le savez, ces tutoriels s'inscrivent également dans l'appel à projet slow tourisme piloté par l'ADEME. Et puis, Hugues reviendra plus globalement sur comment accompagner les acteurs dans le montage, dans leur création d'activités slow touristiques ou dans l'évolution de leurs prestations vers des prestations de slow tourisme. Bien sûr, en dernière partie, la partie de questions-réponses sera en partie consacrée à vos réponses, à vos questions sur l'appel à projet slow tourisme de l'ADEME. Avant toute chose, pour introduire le propos, et bien que le slow tourisme vous soit évidemment familier, nous avons pensé qu'il n'était pas inutile de donner quelques éléments de définition, d'illustrer concrètement le concept afin que chacun ait bien la même approche de la notion et du slow tourisme. J'évoquerai brièvement les enjeux du développement du slow tourisme dans les territoires ruraux. Et puis, je vous dirai deux mots dans cette introduction sur ce que l'État engage en matière de slow tourisme pour structurer l'offre, les différents travaux que nous avons menés là, depuis quelques années, et puis surtout l'articulation des outils et dispositifs en matière de slow tourisme. Alors, si le PowerPoint veut bien défiler. Voilà. Alors, lorsqu'on parle de slow tourisme, rapidement, il y a plusieurs notions qui nous viennent à l'esprit. La notion de temps choisi, puisque effectivement le slow tourisme, c'est proposer au touriste une expérience, un séjour qui lui permette de prendre son temps, qui lui permette de vivre une expérience en rupture avec le rythme de sa vie au quotidien, et puis de prendre un temps de bien-être et de temps pour soi. Et lorsqu'on parle de temps choisi, c'est aussi des temps différenciés, à la fois des temps d'immersion, de visite, d'expérience sur le territoire visité, qui alternent avec des temps de repos, de calme et vraiment de temps pour soi, pourquoi pas de méditation, on peut tout imaginer. C'est également un tourisme de découverte immersive en lien bien sûr
avec le territoire. Alors, une découverte immersive des patrimoines naturels et culturels, des savoir-faire, des coutumes et traditions, etc., etc. Et c'est une découverte immersive qui passe par les rencontres et par le partage. Donc, les rencontres avec les habitants, les passionnés, les artistes, tous ceux qui font vivre le territoire. Et derrière, c'est la notion d'authenticité qui caractérise vraiment l'expérience slow touristique. Cette découverte immersive, elle passe également par l'expérience et la participation active du visiteur. Alors, par le biais des approches sensorielles, les 5 sens, Hugues en reparlera tout à l'heure, par l'approche cognitive également, c'est-à-dire l'initiation du visiteur à ce qu'il découvre. Et en définitive, la notion à retenir, c'est vraiment que le client est acteur de la visite ou de l'expérience touristique qui lui est proposée. Et puis enfin, le slow-tourisme est une pratique écologique qui s'inscrit dans le tourisme durable, qui notamment vise à réduire l'impact des déplacements des touristes par le biais des mobilités douces, qui vise également à respecter les habitants, la biodiversité ou encore les patrimoines. Alors, peut-être qu'il n'est pas inutile d'établir la différence entre slow-tourisme et écotourisme, puisque on a effectivement là 2 formes de tourisme qui s'inscrivent dans le tourisme durable. Si on cherche à les différencier, le slow tourisme, donc c'est prendre son temps pour vivre une ou des expériences intérieures profondes qui font appel donc au sens, à l'émotion. Quant à l'écotourisme, c'est un tourisme raisonné, écologique, ayant une composante éducative et de sensibilisation au territoire et à l'environnement. En définitive, le slow tourisme est plus large que l'écotourisme, puisqu'il s'inscrit dans un rapport fort au territoire et à l'environnement, mais il dépasse cette seule dimension écologique et il dépasse même la seule dimension éducative propre à l'écotourisme pour chercher l'expérience vécue au travers notamment de la rencontre, du moment privilégié ou encore de l'émotion. Alors, j'ai prévu, si vous le voulez bien, d'illustrer par des prestations très concrètes ces notions. Et si vous le voulez bien, prenons l'exemple d'un établissement qui comporte 2 gîtes et 3 chambres d'hôtes dans un ancien bâtiment de ferme. Cet établissement est classé 2 épis Gîtes de France. Il est situé sur un territoire possédant le label Site remarquable du goût. Il possède une table d'hôtes avec une cuisine familiale qui s'appuie sur des produits locaux. Les propriétaires sont des partenaires actifs des événements sur le territoire et ils essaient de conseiller leurs hôtes sur les offres qui sont disponibles sur le territoire. Donc, on a déjà là, vous voyez, une prestation assez complète. Maintenant, que faudrait-il à ces prestataires pour que leurs prestations s'inscrivent réellement dans le slow-tourisme? Quelles activités, quelles prestations est-ce qu'ils pourraient proposer? Alors, on pourrait prendre un nombre infini d'exemples. J'en ai choisi au moins 2 pour l'illustrer. Par exemple, en lien avec la table d'hôte, les prestataires pourraient proposer une visite du potager bio, avec une introduction aux plantes aromatiques, aux variétés locales, à la permaculture. Et pour cela, eh bien, ils vont devoir initier un certain nombre d'actions et effectuer un certain nombre d'investissements pour mettre en place cette prestation. Donc, ils vont par exemple devoir transformer le potager en un potager bio, ce qui peut passer par divers achats de matériel et d'essences de plantes, de variétés ou de légumes. Ils peuvent éventuellement recourir à un jardinier ou à un paysagiste. Ils vont devoir également penser la visite en créant éventuellement un parcours de visite et peut-être même en le matérialisant, peut-être même en recourant à un prestataire qui mettra en place des supports de médiation et qui les aidera à concevoir ce parcours de visite. Dans le même ordre d'idées, si ces prestataires souhaitent faire participer leurs visiteurs, leurs hôtes à la préparation du repas, ils peuvent envisager de mettre en place des cours de cuisine. Là aussi, la mise en place de ces cours de cuisine nécessitera sans doute une formation pour l'organisation et l'encadrement des cours de cuisine, peut-être même l'aménagement de la cuisine, qui sait, voilà, on peut tout imaginer. Voilà donc l'exemple d'une prestation qui peut être développée en interne à l'hébergement touristique. Si on développe une autre prestation, par exemple à l'extérieur du gîte touristique,
les prestataires, les propriétaires de ce gîte pourraient proposer une sortie à la journée avec l'intervention d'un prestataire extérieur, d'un prestataire qui serait local. C'est un point vraiment important. Et cette sortie devra avoir une certaine originalité. C'est aussi un des caractères du slow tourisme. Voilà, donc on peut prendre l'exemple suivant. Le prestataire pourrait recourir à une balade en roulotte tirée par un cheval avec l'intervention d'un prestataire extérieur qui proposerait en cours de route des explications à la découverte du petit patrimoine rural rencontré, de l'histoire locale. Et puis il terminera la balade par la rencontre d'un producteur local. On peut penser par exemple à un apiculteur, un producteur de fromage, un artisan, etc. Avec une visite de l'exploitation ou de l'atelier, et puis et des échanges pour permettre aux visiteurs d'avoir l'impression de vivre un moment privilégié, d'avoir l'impression d'être vraiment au contact de quelqu'un qui fait vivre le territoire, qui est acteur du territoire, et puis surtout qui transmet sa passion. Et c'est par cet instant privilégié que les touristes vivront une expérience forte. Alors, pour mettre en œuvre cette prestation, là encore, plusieurs actions, plusieurs possibilités d'investissement. Par exemple, la formalisation d'un partenariat avec le prestataire, le guide local, pour mettre en place cette balade, ce produit. La possibilité de fournir des paniers repas aux clients, par exemple, et donc de prévoir le nécessaire. Évidemment, ce sera un repas local, bio, avec des produits du terroir, des consommables recyclables, etc. Enfin, la possibilité de formaliser un partenariat avec le producteur local, soit pour proposer les produits de ce prestataire à la vente sur place au gîte, soit pour les offrir en cadeau de bienvenue ou en souvenir aux clients. Et là, on travaillera sur la qualité de l'accueil. Voilà, j'avais prévu de développer plus avant encore cet exemple, mais je pense que vous avez compris. Là, on a l'exemple d'une prestation déjà très aboutie, qui travaille à la fois sur des prestations de slow tourisme en interne à l'hébergement touristique, mais qui développe aussi des partenariats à l'extérieur et finalement qui en arrive à proposer un produit complet et avec la possibilité pour les touristes de vivre un séjour intégral sur le territoire et à partir de leur hébergement touristique. Malgré le fait que cet exemple de prestation soit très abouti, l'idée à retenir, c'est que les territoires ne partent pas de rien. Et je reprendrai la formulation qu'avait utilisée Luc Masuel à Saint-Matan dans le Gers en 2019. Il avait comparé le prestataire de slow tourisme à Monsieur Jourdain, qui fait de la prose sans le savoir. Et bien finalement, les prestataires de slow tourisme, c'est ce que disait Luc Masuel, pour beaucoup, font du slow tourisme sans forcément le savoir. C'est-à-dire qu'ils ont des projets qui ne s'affichent pas comme slow touristique, mais qui parfois le sont pourtant ou en partie, et donc qui sont à valoriser. Alors, brièvement, quels sont les enjeux autour du slow tourisme, particulièrement pour les territoires ruraux? La première chose, c'est qu'il y a une demande qui existe et qui est forte, avec la possibilité qu'offre le slow tourisme de capter des clientèles variées, notamment des clientèles de proximité, des clientèles de proximité françaises, mais également d'Europe, des pays proches, des clientèles également urbaines, des clientèles plutôt aisées à fort pouvoir d'achat. Et tout l'enjeu, eh bien, c'est d'attirer ces clientèles dans des territoires qui ne sont pas les plus fréquentés et de les inciter à rester plus longtemps. Et eh bien, pour cela, il y a besoin de proposer une offre qualitative, organisée, qui a du sens, et puis surtout qui répond aux attentes de ces clientèles. Le deuxième point, c'est que le slow tourisme est un ressort économique pour les territoires et particulièrement pour les territoires ruraux, avec une montée en gamme, mais surtout, et je souhaiterais insister plutôt sur ce point, sur le fait que le slow tourisme permet alors, de créer des prestations nouvelles, certes, mais aussi de conforter des activités existantes, notamment en créant pour des prestataires des compléments d'activités. Alors, pour des prestataires touristiques, mais c'est vrai aussi pour d'autres secteurs d'activité. On l'a vu au travers de l'exemple. Pour un agriculteur, pour un artisan, pour un vigneron, eh bien, c'est la possibilité de développer une visite, une vente de ses produits à domicile, etc., etc. Et donc, d'avoir un complément d'activité
Et puis le slow tourisme permet aussi d'avoir un effet d'entraînement pour l'économie touristique locale via ces partenariats, via une dynamique d'ensemble et la formation d'un écosystème qui permet des retombées économiques à l'échelle du territoire. Et puis enfin, un contexte favorable révélé l'été dernier, même si en fait la montée en puissance du slow tourisme préexistait, hein, c'est une tendance de fond que nous constatons depuis quelques années, mais qui a été vraiment révélée l'été dernier et qui risque, et qui aura une opportunité encore de continuer de se développer probablement l'été prochain. Voilà, alors en quelques mots, et puis je passerai la parole à Hugues Bézot pour la présentation des tutoriels. L'État s'est attaché à structurer l'offre de slow tourisme et il l'a fait en 3 étapes. La première a consisté à connaître le concept du slow tourisme, les offres que l'on peut mettre derrière, et puis à connaître également la demande également à venir, donc avec un aspect prospectif, et puis également les acteurs du slow tourisme. Et cela est passé par une étude qui a été menée en 2017, une étude qui portait sur les entreprises innovantes du slow tourisme, qui a consisté à auditer une trentaine d'entreprises, dont certaines étaient assez précurseurs en matière de slow tourisme. Et cette étude a permis d'identifier les profils de ces entrepreneurs, les clientèles ciblées, et puis de dégager de premiers enseignements également et des préconisations à adresser à des porteurs de projets. Bon, je vous invite à consulter cette étude. Elle est disponible sur les pages Slow Tourisme du site de la Direction générale des entreprises. Elle est assez riche d'enseignements. Et puis, dans le même temps, s'est tenue cette journée du slow tourisme organisée dans votre région, à Samatan, dans le Gers, en 2019. Alors, en partenariat avec le CDT qui est très engagé sur cette voie. Et cette journée a permis véritablement de sensibiliser au slow tourisme et puis de mesurer aussi les attentes des acteurs sur le terrain. Fort des constats notamment établis lors de cette journée, nous avons souhaité poursuivre l'effort pour structurer la filière du slow tourisme par une phase d'outillage. Alors d'outillage qui s'adresse à 2 cibles. Tout d'abord, la cible principale que sont les prestataires touristiques, que ce soit à la fois des porteurs de projets voulant créer une activité de slow tourisme, mais aussi des prestataires établis qui souhaitent faire évoluer leurs prestations vers une prestation plus slow touristique pour mieux répondre aux attentes des clientèles. Donc ça, c'est la cible prioritaire de l'outillage et des tutoriels que nous avons mis en place en 2020. Et la cible secondaire, eh bien, ce sont les opérateurs institutionnels du tourisme, OT, CDT, ADT notamment, CRT également, dans un rôle d'accompagnement de ces prestataires. Donc cette phase est passée par la mise à disposition des prestataires d'un outil d'assistance qui leur permet de reconsidérer leurs prestations et de les faire évoluer progressivement vers des prestations de slow tourisme. Donc le résultat, vous avez à l'écran à droite la page de présentation des pages slow, la page de présentation d'accueil des pages slow tourisme sur le site de la DGE. Donc cela se traduit par les tutoriels qui constituent le cœur de l'outil et dont on va reparler très largement, et puis un ensemble de contenus d'introduction, de compréhension, d'approfondissement sur le slow tourisme, également de choses assez concrètes, comme les contacts utiles pour monter un projet de slow tourisme, par exemple, ou un petit test pour une sorte d'auto-évaluation pour que chaque prestataire puisse savoir un petit peu à quel stade il en est sur l'échelle du slow tourisme au niveau de sa prestation. Voilà donc. Et puis les tutoriels sur lesquels on va revenir juste après, qui se constituent de 3 tableaux finalement et qui ont vocation à permettre aux prestataires de considérer leur offre au regard des principes et des valeurs du slow tourisme. C'est le premier objectif. Ensuite, de les aider à trouver des idées et à faire preuve de créativité pour penser l'évolution de leur prestation vers une prestation de slow tourisme. Et puis enfin, un dernier tableau, un dernier tutoriel qui doit leur permettre d'établir une feuille de route des actions à mener à court, moyen et plus long terme. Donc c'est vraiment un outil
pratique. J'en dis pas plus puisque Hugues présentera le dispositif plus largement. Et finalement, donc, cette dernière étape qui fait suite à la mise en place de l'outillage, suite à la mise en place de cet outillage, on s'est dit la prochaine étape, eh bien, c'est de faire émerger des offres de slow-tourisme dans les territoires et de concrétiser ce travail en apportant la preuve par l'exemple, c'est-à-dire de réussir à mettre en valeur des offres de séjour et de services slow-touristiques qui répondent pleinement aux attentes des clientèles, des exemples réussis et des prestations qui soient structurantes pour les territoires et les destinations. Alors, cette action visant à faire émerger des offres de slow-tourisme par un soutien financier des projets s'inscrit dans le cadre de l'appel à projet slow-tourisme du Fonds tourisme durable, donc, qui est piloté par l'ADEME. Alors, très rapidement, voilà, c'est un fonds qui est doté de 2 millions d'euros et qui vise à faire émerger et à sélectionner 40 à 60 projets de slow-tourisme sur l'ensemble du territoire français. Je vous renvoie vers tout ce qui a pu être fait pour présenter cet appel à projet, notamment, vous avez les liens sur cette page, sur cette slide, la page d'accueil de la plateforme Agir pour la transition de l'ADEME, qui présente le dispositif, où vous retrouverez le dossier de la consultation et toutes les pièces du dossier à télécharger. Et puis, je vous renvoie également vers le webinaire de présentation de l'appel à projet qui a eu lieu le 9 avril dernier et qui présente de manière très complète ce dispositif. Alors, ce qu'il faut bien comprendre sur cette articulation, sur l'articulation entre la phase outillage et la phase financement d'un certain nombre de projets, c'est que finalement, ces deux phases sont liées puisqu'on a bien l'usage des tutoriels dans le cadre de l'appel à projet. Et je vous en dirai un mot juste après. Et avant cela, je cède la parole à Hugues, si c'est bon pour toi, Hugues, pour la présentation plus complète des tutoriels. Hugues, je te repasse la main. Bonjour à tous. Alors, la présentation des tutoriels dont a abondamment et justement parlé Jérémy. 3 outils avant tout pratiques, avant tout simples, pour permettre, comme l'a précisé Jérémy, aux acteurs de rentrer, de mettre les pieds dans le slow, sachant que il y a d'autres petits outils que vous trouverez sur le site de la Direction générale des entreprises et de l'association du tourisme, qui sont des outils qui accompagnent ces tutoriels. Ce que je vais faire, c'est que je vais rapidement présenter les tutoriels dans un premier temps et ensuite nous reviendrons de manière un peu plus approfondie quand nous aborderons comment est-ce que vous, structure institutionnelle, structure territoriale, vous pouvez aider les acteurs dans leur démarche de mise en slow-tourisme. Alors, quelles utilités par rapport à ces professionnels? Les professionnels ont besoin d'un appui opérationnel. Un appui opérationnel pas à pas, donc ce qu'on appelle de manière itérative, étape par étape, de façon à progresser très logiquement et très simplement, c'est l'objet des tutoriels, vers le slow-tourisme. Par contre, ça ne se fait pas au pas de charge parce qu'il y a besoin du temps de réflexion, du temps de digestion, de façon à ce qu'il y ait une parfaite appropriation. Rôle classique, vous le savez, laisser le temps au temps. Quand on parle du slow-tourisme, c'est bien trouvé. Et puis, l'idée aussi, c'est qu'en laissant le temps au temps, en laissant le professionnel ce temps de repenser son activité, de la reconsidérer, son activité ou le projet qu'il a, à l'aune des composants du slow-tourisme, c'est-à-dire dans cette nouvelle perspective de ce tourisme en évolution, en mutation. L'objectif final des tutoriels, c'est bien de permettre au prestataire de très concrètement faire évoluer ses prestations, son projet d'activité, en considérant son ADN, en considérant ses forces, ses savoir-faire,
ses spécificités et en les adaptant pour mieux répondre aux attentes des clientèles qui sont très diverses et qui sont en pleine métamorphose. On peut presque aller jusque-là. Alors, le rôle qui est proposé aux acteurs, c'est bien à vous, structure institutionnelle, c'est d'abord, évidemment, de se saisir de l'outil, et ça va être l'objet en partie de ce webinaire, de savoir comment les utiliser et comment accompagner finalement les acteurs, tout en assurant le relais sur le territoire de ce slow tourisme et surtout de ces outils qui permettent aux acteurs de rentrer dans le slow tourisme. 3 tutoriels, avons-nous dit, très logiques dans leur approche. Le premier tutoriel, évident, c'est un tutoriel très simple qui permet de faire l'état des lieux de l'entreprise, plutôt l'état des lieux des composantes de l'entreprise. Il s'agit pour l'acteur de simplement inscrire, se rappeler, se remémorer, noter tout ce qui compose l'entreprise, y compris son environnement naturel, son cadre naturel, éventuellement des éléments naturels qu'il y a au sein de l'entreprise, y compris les sites patrimoniaux, autrement dit, tout l'écosystème dans lequel il est inscrit, mais également, bien évidemment, toutes les composantes internes à l'entreprise qui sont des composantes caractéristiques. Et là, tout de suite, on essaye, et c'est très intéressant de laisser le choix aux professionnels, de distinguer ce qu'ils considèrent comme étant des composantes majeures de son entreprise, c'est-à-dire vraiment ce qui caractérise l'entreprise aujourd'hui. La plupart du temps, c'est le b.a.-ba du métier, l'essentiel du métier, de la prestation dans laquelle il s'inscrit, mais il y a aussi, pour un certain nombre de professionnels, un certain nombre de composantes majeures qui sont propres à lui. Et puis, à côté de cela, les composantes qu'il va considérer comme étant complémentaires à ces composantes majeures et qui sont fortes, importantes à lui faire exprimer parce que dans ces composantes complémentaires, nous allons pouvoir trouver, et ça sera une partie du rôle que vous aurez à jouer, nous allons pouvoir identifier des éléments qui vont effectivement lui permettre de s'inscrire dans le tourisme. Donc, inventaire des éléments de l'offre classés suivant les 6 registres, la localisation, donc dans et hors l'entreprise, tout simplement, et puis la mention de s'il y a un intervenant, un ou des intervenants extérieurs, tout simplement parce que quand on va considérer la démarche, s'il y a des intervenants extérieurs, il y a obligatoirement à les sensibiliser, à les mobiliser sur le slow-tourisme. Une fois qu'on a fait cet inventaire, donc cet état de lieu, on va passer au tableau 2 qui permet là une approche des offres, des composantes de l'entreprise par rapport au slow-tourisme. Alors, ça va être très simple. On a regroupé les composantes, les caractéristiques de l'offre slow-touristique en 4 grands champs. Le champ de l'expérience, puisque le slow-tourisme place le visiteur au cœur de la démarche, au cœur de la prestation, en le rendant acteur. C'est donc la participation active, toute la découverte par les sens, donc la découverte sensorielle, mais également cognitive, la rencontre, le partage, etc. C'est autrement dit, c'est la pratique, l'expérience du visiteur qui est donc le numéro 1 du slow-tourisme. Le numéro 2 du slow-tourisme, c'est ce rapport au temps. Alors, ce n'est pas la traduction du temps lent, mais c'est comme l'a fort justement rappelé Jérémy, le temps choisi. Prendre le temps, avoir le temps. Vous savez ô combien le temps est compliqué, est difficile, est agressif aujourd'hui. Et il y a de plus en plus le besoin de trouver son rythme, les temps du bien-être, les temps de la détente, etc. C'est vraiment un champ entier qu'il faut ouvrir et on verra par les exemples qu'il y a là matière à reconsidérer les offres de manière très simple, à les repenser et à les repositionner. Le troisième et le quatrième champ vont concerner les composantes du tourisme durable. Mais on va distinguer par rapport au slow tourisme 2 composantes. On va isoler tout ce qui est mobilité douce. Les mobilités douces qui effectivement concernent à la fois la mobilité pour se rendre sur le lieu de son travail, ce qu'on appelle les transports en transit,
Et puis le transport sur place, et là on va faire appel à les transports collectifs, du covoiturage, de l'itinérance découverte et les mobilités douces en tant que telles, c'est-à-dire les itinérances pédestres, équestres et vélos de plus en plus. Et puis la quatrième colonne, la protection et la valorisation raisonnée des patrimoines, où là on est vraiment dans toutes les composantes du tourisme durable classique que vous connaissez, que ce soit par le respect de l'environnement, éviter les pollutions, etc., etc. Donc, toutes les composantes de l'offre vont être revisitées à travers ces 4 dimensions, sans avoir bien évidemment l'obligation de remplir chaque case, le croisement de lignes avec les quatre colonnes, mais rien, en faisant cet exercice-là, en faisant ce travail-là, eh bien, on va pouvoir effectivement faire le pas de côté et proposer à l'acteur de reconsidérer son offre. Et là, vous avez, on le verra, un rôle essentiel à jouer. Et puis le tableau 3, le tableau 3, eh bien, c'est reprendre finalement les éléments du tableau 2, les éléments de flow touristique que l'on aura pu identifier et classer dans ce tableau 3 en distinguant les composantes majeures de l'offre à améliorer ou à créer, telles qu'on les aura imaginées, telles qu'on les aura pensées dans le tableau précédent. Pourquoi les composantes majeures en premier? Parce que, bien évidemment, c'est avec les composantes majeures que particulièrement sera lisible par le visiteur l'offre slow touristique. Mais également, comme je vous le disais tout à l'heure, les composantes complémentaires qui vont caractériser l'offre, qui vont caractériser, spécifier la prestation, qui vont donc individualiser le prestataire et partant individualiser le territoire slow touristique. Et vous voyez qu'il y a 2 colonnes complémentaires. On va considérer ce que l'on peut faire à court terme, ce que l'acteur peut faire à court terme, 1 ou 2 ans, et puis ce que l'on peut faire à 3, 4 ans, 5 ans maximum, ce qui permet d'avoir cette feuille de route opérationnelle pour l'acteur. Je repasse la parole à Jérémy pour vous indiquer la suite. Merci Hugues. Simplement un petit focus sur effectivement l'usage de ces tutoriels et de cette feuille de route dans le cadre de l'appel à projet Slow Tourisme. Pour vous dire effectivement, donc c'est bien ce tutoriel 3 dont vient de parler Hugues qui doit être versé au dossier de candidature et qui vient en appui de la description technique du projet. C'est donc une pièce indispensable pour que le projet soit recevable. Cette pièce figure parmi les pièces à télécharger sur le site Agir de l'ADEME. Alors, il s'agit effectivement de ce tableau, de cette feuille de route, de ce tutoriel 3, qui nécessite d'avoir fait la démarche dans son intégralité, donc les tutoriels 1 et 2 au préalable, et puis de reporter donc, dans la première colonne de ce tableau les actions à réaliser. Cette feuille de route va finalement constituer le cadre dans lequel le porteur de projet va récapituler l'ensemble des actions qu'il prévoit de réaliser lors de la phase de mise en œuvre de son projet. Alors, effectivement, il reportera plus ces actions dans la colonne 1 que dans la colonne 2. Pourquoi? Eh bien parce que ces tutoriels, en fait, ont été pensés pas seulement dans le cadre de l'appel à projet, en fait, ils ont été pensés bien avant la mise en œuvre de l'appel à projet Slow Tourisme, et ils sont destinés aux porteurs de projet de l'appel à projet, certes, mais plus largement à l'ensemble des porteurs de projet et des prestataires qui souhaiteraient s'inscrire dans le Slow Tourisme. Donc, effectivement, dans le cadre de l'appel à projet qui se déroule sur 18 mois, effectivement, les prestataires devront reporter leurs actions plutôt dans la première colonne, même s'il n'est pas impossible pour eux d'indiquer des actions dans la deuxième colonne, donc sur des évolutions plutôt à moyen ou long terme, mais seules seront prises en compte et financées les actions qui se dérouleront eh bien, sur la durée de l'appel à projet, c'est-à-dire 18 mois. Simplement pour vous dire, avant de repasser la parole à Hugues, qu'au travers de l'usage de ces tutoriels dans l'appel à projet Slow Tourisme, nous avons souhaité en fait avoir la garantie que les porteurs de projets ont bien pensé leur projet à l'aune des critères du Slow Tourisme. Alors, aussi pour vous dire qu'ils ne sont pas sans ressources pour compléter ces tutoriels. C'est une démarche, effectivement, tu l'as dit, Hugues, qui demande un petit peu de temps, mais qui est assez intuitive malgré tout. Et surtout, il dispose de tableaux précomplétés
pour 4 types de prestataires. Ces tableaux sont disponibles sur le site, sur les pages Slow-Tourisme du site de la DGE. Alors, il s'agit de 4 établissements, un établissement gîte, chambre d'hôte, un hôtel en milieu rural, un restaurant, bar de village, et puis un guide accompagnateur en moyenne montagne. Donc, ces 3 tutoriels sont complétés pour chacun de ces 4 prestations. C'est à la fois un modèle et puis c'est surtout une boîte à idées assez importante, hein, notamment pour les aider à faire preuve de créativité, pour repenser ou faire évoluer leurs prestations. Voilà, il y a quand même une mine d'idées assez importante dans ces 4 exemples. Quand on a dit ça, eh bien, voilà, ça ne suffira probablement pas, et c'est là que les offices de tourisme, les CDT, les ADT, et éventuellement les CRT également, ont un rôle à jouer dans l'accompagnement de ces porteurs de projets, et puis plus globalement dans l'accompagnement des prestataires qui souhaitent inscrire leurs prestations dans le slow tourisme, et c'est ce dont Hugues va nous parler plus précisément tout de suite. Et donc, Hugues, je te repasse la parole. Parfait. Alors, dernière partie importante, comment accompagner les acteurs vers le slow tourisme, vous qui êtes structure territoriale, et vraiment avec l'expérience, puisque les 4 tutoriels pré-remplis dont vous a parlé Jérémy sont des acteurs existants réellement, on a pu vérifier qu'il y avait besoin qu'ils soient accompagnés. Alors, quels sont les besoins des acteurs dans le cadre de l'accompagnement? Comme vous le voyez sur la diapositive que vous avez donc à l'écran, 4 interventions qui sont absolument essentielles. D'abord, faciliter la compréhension du slow tourisme, faire effectivement, j'ai presque envie de dire, dévoiler ce qu'est le slow tourisme et ce que n'est pas le slow tourisme de la manière la plus simple possible, de façon à éviter le slow washing. Et de fourvoyer des acteurs dans des voies qui ne seraient pas bonnes. Le deuxième point à travailler avec eux, c'est les accompagner pour leur permettre de qualifier leurs prestations. Il ne s'agit pas de faire du passé table rase, il s'agit bien de partir de l'ADN de chaque prestataire, de la personnalité de chaque prestataire, des savoir-faire, des prestations de chaque prestataire, et de les basculer en prestations slow-touristiques. Alors, il peut y avoir des prestations qui ne peuvent pas intrinsèquement basculer en slow-tourisme. Ne soyons pas angéliques, mais la plupart des prestations peuvent effectivement basculer en slow-tourisme, et pour cela, il faut amener le prestataire à faire ce qu'on appelle habituellement, je vais dire, le petit pas de côté, qui permet effectivement de reconsidérer, de sortir la tête du guidon, pour parler plus simplement, et qui permet la créativité. Et là, il y a vraiment un rôle important à jouer, et nous avons choisi de vous verrez quelques slides sur les postures de créativité et qu'est-ce que l'on peut faire, comment est-ce qu'on peut les accompagner. Le troisième point, c'est bien évidemment, une fois que l'on a identifié avec les acteurs et qu'on a fait un maïeutique, c'est-à-dire qu'on a fait accoucher les acteurs de leur projet, de ce qu'ils retiennent, les aider à identifier les besoins qui sont les leurs en matière d'accompagnement en ingénierie, éventuellement en matière de formation, mais aussi en matière d'équipement, en matière d'aménagement, en matière d'investissement. De façon à ce qu'effectivement, ils puissent formuler leur feuille de route la plus intelligemment possible, la plus complète possible, la plus logiquement possible. Et puis, bien évidemment, accompagner la communication, l'information et la promotion du slow-tourisme. Mais ce n'est pas la peine de le dire dans votre région et dans vos départements et sur vos territoires, puisque vous êtes sur ce positionnement slow-tourisme et que vous êtes concernés, en tout cas sensibilisés à ça. Alors, les 3 étapes que nous avons vues, il faut les pratiquer avec les entreprises, avec les acteurs. L'état des lieux qui consiste à faire l'inventaire qualitatif des éléments qui composent l'offre de l'entreprise. Nous avons préféré mettre qualitatif parce que, bien évidemment, le quantitatif, on doit le prendre en compte, mais dans le cadre de l'approche flow, c'est surtout les dimensions qualitatives qui vont être importantes, éventuellement avec leur traduction quantitative. Le temps 2, c'est donc l'approche des offres de l'entreprise, comme vous l'avez vu dans le tableau 2, à partir des 4 thèmes regroupés qui caractérisent le slow tourisme, donc l'expérience, le temps, les mobilités douces
et la protection et la valorisation raisonnée des patrimoines, donc de l'environnement, de l'écosystème, etc. Et puis le temps 3, c'est l'élaboration de cette fameuse feuille de route du slow tourisme, de façon à ce qu'il puisse y avoir un prévisionnel que l'on puisse effectivement produire. Alors le temps 1. Le temps 1, un état des lieux classique, classique, en n'oubliant pas, comme je le disais tout à l'heure, de penser au patrimoine naturel, culturel, aux aménagements équipements touristiques qui sont hors de l'entreprise, au patrimoine immatériel, ô combien important, à l'intérieur de l'entreprise et à l'extérieur de l'entreprise, et puis bien évidemment les prestations, les services assurés par l'entreprise, bien évidemment. Ça vient naturellement à l'esprit de l'acteur, pas forcément des composantes qui lui apparaissent encore une fois comme complémentaires, comme superfétatoires, non essentielles, et encore moins des composantes de son écosystème, de son environnement. Et vous, en tant que structure territoriale, vous avez particulièrement la mission pour identifier avec lui quelles composantes de son environnement peuvent venir en écho, en symbiose, en communion, en percussion avec son propre établissement. Regardez l'exemple, le bon exemple que vous a donné Jérémy par rapport à au gîte qui peut proposer des prestations slow à la journée avec un certain nombre d'acteurs en formatant une journée. Donc, l'apport de l'accompagnement, c'est bien, à côté des composantes majeures de l'entreprise, d'aider le professionnel à identifier les composantes complémentaires qui singularisent l'entreprise, qui spécifient la prestation, et puis celles qui sont, comme on le disait, à l'extérieur, à proximité, et avec lesquelles l'entreprise va pouvoir travailler, avec lesquelles il va pouvoir enrichir son offre. Le temps 2, qui est le plus important, mais qui doit s'asseoir sur ce temps 1, qui est de l'état des lieux, qui est essentiel, mais le temps 2, c'est là où votre intervention va apporter la principale valeur ajoutée. C'est aider l'acteur à considérer l'ensemble des composantes de son offre que vous aurez déterminées avec lui dans l'état des lieux, passer au crible des 4 thèmes, des 4 composantes donc, du slow tourisme. Alors, sur les tutos du site, sur le site de la DGE, vous avez les explications détaillées de ces 4 composantes que nous vous avons remis à l'écran. L'expérience qui se caractérise par la participation active du visiteur, la participation active qui se traduit par des temps de partage, de rencontres, de participation à des événements, par des approches sensorielles, presque on va dire sensuelles, hein, par la pratique d'activités bien évidemment singulières, mais également par des approches cognitives, hein, ne l'oublions pas, sans bien sûr aller à l'école. Tout ce qui est découverte, pédagogie, initiation, savoir-faire, immersion, tradition, etc. Et ce vécu de l'expérience personnelle, originale, unique, qui est essentiel, avec cet oxymore, cette apparente contradiction, ce paradoxe plutôt, à saisir, qui est qu'aujourd'hui, vous le savez, chacun veut vivre une expérience personnelle, une expérience qui renvoie à ce qu'il est, à ses valeurs, à ses richesses, à ses mœurs, du moment, etc. Et en même temps, cette expérience étant partagée avec d'autres, partagée en tribu, en famille, en groupe, en amis, etc. etc. Et il y a cette dichotomie qu'il faut absolument assurer, puisque eh bien, on va s'adresser à la personne en tant que telle, pas à un lambda d'un groupe, mais cette personne, elle est au sein d'un groupe. Et bien évidemment, l'expérience sera réussie quand la personne elle-même aura vécu une expérience très forte et que le groupe lui-même aura effectivement vécu une expérience très forte. Donc, je n'insisterai pas sur les 5 sens que vous connaissez par cœur, mais qui se traduisent par un certain nombre de verbes d'action qu'il va bien évidemment que l'on va pouvoir décliner dans le cadre des offres et des composantes des entreprises. Prendre le temps, là également, prendre le temps, c'est finalement redevenir maître du temps. C'est finalement saisir
le temps que nous partageons avec les autres, le temps que nous avons pour nous, enfin, le temps qui est un temps de rupture, un temps que l'on bâtit pour soi, que l'on bâtit en commun, que l'on veut, que l'on souhaite, que l'on maîtrise, et non plus qu'on subit comme dans la vie quotidienne. C'est un peu ça, les vacances. Hein. Que ce soit des vacances frénétiques, entre guillemets, ou des vacances de farniente, c'est ce besoin de soi-même maîtriser son temps. Donc, les temps, les différents temps, avec là aussi des exemples, hein, bien évidemment, qui sont à décliner dans les pratiques, dans les prestations socio-touristiques. Et là, j'insiste vraiment là-dessus parce que c'est donner la possibilité, dans les différentes composantes des prestations, de prendre ce temps. Les mobilités douces, bien évidemment, classiques, habituelles, dont vous avez toute une série de déclinaisons, là aussi, qui peuvent être en totalité ou en partie assurées et couplées avec les prestations des acteurs. Et puis, la conservation des patrimoines du territoire, le maintien de la biodiversité, le respect des ressources disponibles, etc. Là, on est dans tout l'univers, bien évidemment, du tourisme durable, qui est absolument essentiel, que l'on va retrouver, bien évidemment, dans le slow-tourisme, car on ne pourrait pas imaginer un slow-tourisme qui ne soit pas un tourisme durable, qui ne soit pas un tourisme respectueux de l'environnement et qui favorise ou plébiscite des pratiques qui ne sont pas dans cette démarche et dans cette recherche de valeur. Pardon, je suis allé trop vite. Alors, je ne sais pas si je peux passer en arrière. Je ne sais pas comment je peux passer. Je vais être obligé d'arrêter le diaporama, je suis désolé. Revenir en arrière. Voilà. Et je le réaffiche. Je vous prie de m'excuser de ce mauvaise gestion. L'apport de l'accompagnement. Alors, l'apport de l'accompagnement, c'est un apport absolument essentiel, puisqu'il va falloir effectivement permettre la créativité, l'innovation par le regard extérieur. Ce regard, il va être interrogatif, il va interroger les pratiques, il va permettre de se décaler en jouant soit le rôle du néophyte, du béotien, soit au contraire en apportant des éléments de comparaison, des éléments de benchmarking, en apportant des informations sur ce qui se passe à l'extérieur, sur des possibles, sur des outils, etc. Il va s'agir de conduire cette approche créative en l'organisant, en la structurant et en l'animant. Et je ne vais pas insister parce que dans les 3 diapos qui vont suivre, je vais vous donner un certain nombre de petites clés pour réussir cela. Même si, pour être très honnête, c'est quelque chose que l'on apprend, c'est quelque chose que l'on apprend à conduire. Il y a des personnes qui, naturellement, ont cette disposition d'esprit de créativité et d'autres qui ont d'autres valeurs et qui n'ont pas forcément cette disposition d'esprit de créativité. Donc, c'est à chacun de se sentir par rapport à cette approche-là. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, le regard extérieur, le fait qu'il y ait quelqu'un qui soit à côté de l'acteur et qui va l'interroger, aide à cette créativité. L'aide à sortir de cette zone de confort, à se remettre en cause, à s'ouvrir sur d'autres univers, sur d'autres perspectives, qui bien évidemment en phase avec le apporter des exemples de réalisation, je vous l'ai dit, et puis donc créer ces conditions de créativité. Alors la créativité, je vais faire un zoom en trois diapos sur comment est-ce qu'on peut aider finalement à réaliser ce pas de côté. Alors, il faut bien qu'on soit d'accord que la créativité suppose de sortir de sa zone de confort. Et sortir de la zone de confort, c'est perturbant. Ce n'est pas forcément agréable. C'est déstabilisant parce qu'on rentre dans l'incertitude. Donc, il faut bien avoir ça en tête par rapport à la personne avec qui on travaille, à l'acteur avec qui on travaille. Il faut le faire avec humilité. On est bien dans notre rôle de le sortir, de le perturber, mais attention à ne pas le braquer et à ne pas tout de suite le mettre dans une position qui consistera à dire « Ah non, non, ça, j'en suis incapable. Ah non, non, ça, c'est pas possible, etc. » Donc, il y a un peu d'humilité à avoir et d'astuce. Donc, la créativité nécessite ce pas de côté et c'est une approche en entonnoir. C'est-à-dire qu'il va falloir accepter et faire partager avec l'acteur qu'au départ, tout est possible. Rien n'est interdit. Donc, on délire. On a le droit de dire des bêtises. Il n'y a jamais de bêtises qui sont dites. On verra.
on oublie les contraintes, on rêve que tout est possible et on va finalement noter toutes les idées, même les plus farfelues qui peuvent venir, qui peuvent passer, même en riant, même en décadrant, peu importe, il y a toujours des éléments, il y a toujours des perles ensuite à récupérer et à retravailler. Par contre, pour ne pas que ça parte dans tous les sens et que ce soit n'importe quoi, il est nécessaire de définir sur quoi l'on travaille, quel est l'objet évidemment de l'entreprise, la destinée, j'ai envie de dire, les prestations avec qui on travaille, pour qui l'on travaille, mais en même temps amener l'acteur à oublier les conditions actuelles de la pratique. On va bien être sur des cibles de clientèle, par exemple, qui sont les siennes. On est bien par rapport à son outil de travail, par rapport à la caractéristique de son équipement, de sa prestation, mais on va essayer de le sortir de la zone de confort qui consiste à répéter les pratiques actuelles, répéter ce que l'on sait des clientèles et donc des pratiques des clientèles. C'est tellement plus simple. Il suffit là de simplement, à la marge, ajouter une virgule ou une barre de rideau. Les bonnes idées et leur levain, c'est-à-dire ce qui les fait émerger, viennent souvent des personnes extérieures à la chose étudiée. Par contre, pour peu qu'on les laisse exprimer. Et c'est pour ça que souvent, pour réaliser une démarche de créativité, il est bon de ne pas être en tête-à-tête avec l'acteur, mais qu'il y ait 2 ou 3 personnes, de façon à ce qu'il y ait cette intelligence collective qui se met à agir, à monter, et que finalement, il y ait une émulsion et une émulation entre les différentes personnes. Bien se souvenir que la nouveauté naît très souvent de composantes qui sont non utilisées, mais disponibles, soit dans l'entreprise, soit sur le territoire. D'où l'intérêt des composantes complémentaires dont nous parlions tout à l'heure, et d'où l'intérêt de bien penser à identifier les composantes de l'écosystème dans lequel se situe l'entreprise. Pour que la démarche de créativité fonctionne, il y a des règles de conduite à tenir. Il y a des règles dans la réunion. Il y a des temps de brainstorming, des temps de délire, des temps de reformulation, des temps où on rebondit, etc., etc. Ça, vous devez l'avoir, vous devez avoir ça de façon à ce que ça soit productif et qu'on n'arrive pas finalement à une conversation de comptoir, hein, pour faire vite. Une posture à avoir qui est très importante, c'est qu'il n'y a jamais de mauvaises idées. Il n'y a pas de sotte suggestion. Comme je vous disais tout à l'heure, tout ce qui est dit a un intérêt. Tout ce qui est prononcé contient un élément, ou peut contenir un élément intéressant. Alors bien évidemment, on ne passe pas des heures à délirer sur n'importe quoi. C'est là où il y a des règles de conduite. C'est là où effectivement on doit piloter la réunion. C'est là où on se sert de support matériel, post-it ou autre pour travailler. Vous en connaissez sûrement un certain nombre de méthodes. Mais il faut vraiment permettre la libre expression, permettre que tout sorte. Si dès le départ on réduit, si dès le départ on évacue des choses parce que c'est stupide, parce que c'est pas possible, c'est pas une bonne idée, parce que etc., ben évidemment on peut pas progresser. Ce qui veut dire qu'on s'écoute et on enrichit et on s'interdit toute critique. Ça va être une règle de conduite à tenir qui est excessivement importante. Bien évidemment, dans le cadre de la démarche, au fur et à mesure, il faut noter. Il faut noter les idées, il faut noter les mots, les phrases, les suggestions et leurs enrichissements. Puisque une suggestion, on va faire en sorte que les participants puissent rebondir, puissent délirer à leur tour. C'est là où il y a ces enrichissements. Et donc, une fois qu'on a réalisé ça, pour notre slow tourisme, nous allons pouvoir placer les différents éléments dans les colonnes, donc dans le tutoriel 2, même si il y a des idées qui semblent farfelues. Hein, qui semblent improbables. Dans le tableau 2, on va pouvoir les mettre. Et c'est quand on va passer, bien évidemment, au tutoriel 3, à la feuille de route, que l'acteur va choisir ce qu'il retient pour le court terme et le moyen terme, parce que ça va lui correspondre. Ça va correspondre à l'enjeu, l'ambition qu'il a pour son établissement, la vision qu'il en a et les perspectives que réellement il peut se réalisables à court et à moyen terme. Là, vous avez un rôle important, car il faut justement qu'il y ait suffisamment d'enthousiasme et d'audace pour qu'il y ait des éléments nouveaux, des éléments percutants, mais en même temps,
il faut rester dans le raisonnable de façon à ce qu'on ne soit pas dans un constat d'échec au bout d'un an, 2 ans, 3 ans, parce qu'on a eu les yeux plus gros que le ventre, parce qu'on n'a pas considéré la réalité des idées. Le temps 3, donc, eh bien, là, l'accompagnement, ça va être permettre de la formulation des éléments originaux et singuliers, du slow-tourisme pour l'entreprise. Qu'est-ce qu'on va effectivement retenir comme composante principale, comme composante complémentaire, et qu'est-ce qu'on va retenir parce que ça va réellement permettre de proposer aux visiteurs de vivre une expérience de slow-tourisme. Il faut se méfier d'une liste d'actions qui ne se correspondrait pas à des éléments structurants, à des éléments valides de l'expérience pour le visiteur. Il faut donc que, quand on chronologiquement, on inscrit dans le temps 1, le temps 2, les actions à réaliser, que le plus rapidement possible, l'entreprise soit en capacité de, effectivement, proposer aux visiteurs de vivre cette expérience slow touristique. Sinon, il va y avoir déception pour le visiteur, déception pour l'entreprise, parce que son positionnement slow touristique ne tiendra pas la promesse client, et on sait très bien ce que ça veut dire du point de vue de la notoriété pour l'entreprise. Alors, un exemple concret très rapidement, je vais très rapidement le balayer pour compléter celui de Jérémy et pour vous montrer comment est-ce qu'on peut, j'ai zoomé sur comment est-ce qu'on peut faire le travail. Alors, projet Arnaud, moniteur de ski l'hiver, accompagnateur en moyenne montagne l'été. Il est, effectivement, c'est quelqu'un qui existe, enfin, c'est pas son prénom, hein, mais il est en Haute-Maurienne. Il est moniteur de ski à l'ESF en station. L'été, il est accompagnateur en moyenne montagne. Il organise des randonnées découvertes en lien avec le programme d'activité de l'OT. Il est très, très proche de l'OT. Il accueille des promeneurs en raquettes et des randonneurs pédestres chez lui dans son garage, point de regroupement pour le briefing du départ et surtout respectivement pour le vin chaud et un rafraîchissement après la balade. C'est quelqu'un qui est très, très convivial et très, très empathique. Dans le cadre, on va simplement prendre ces deux éléments-là, il y a plein d'autres choses, mais on va simplement prendre ces deux éléments-là et voir comment est-ce qu'on peut, avec lui, réfléchir à ça. Son terrain de jeu, bien évidemment, ce n'est pas sa maison, ce n'est pas son garage, ce sont les itinéraires de découverte en forêt, dans les alpages, dans les sites remarquables, que ce soit l'été et l'hiver. Et vous voyez bien que c'est une composante majeure de son offre, même si c'est à l'extérieur de l'entreprise et même s'il ne le domine pas. Mais c'est la composante majeure. C'est parce qu'il est dans cet environnement-là qu'il peut effectivement proposer quelque chose. Alors, comment est-ce qu'on va faire évoluer sa prestation d'accompagnateur en moyenne montagne? Comment est-ce qu'on va petit à petit la faire basculer en slow tourisme? D'abord en travaillant sur l'expérience. Et l'expérience, ça peut passer par, alors ce sont des exemples, mais il y a plein d'autres choses. Et ça peut passer par la mise en récit de l'itinérance, par la thématisation de certaines randonnées. Autrement dit, on va personnaliser les randonnées, on va pouvoir leur donner un nom, on va pouvoir les thématiser de manière forte, on va pouvoir impliquer le visiteur dans l'expérience de la balade. La balade réalisée avec Arnaud vers la Dent Parachée ne sera pas la même que celle réalisée par un autre sur un autre territoire de la vallée de la Haute-Maurienne. Pour cela, il y a peut-être des besoins. Pour qu'ils s'inscrivent à une formation à l'histoire locale ou aux techniques de médiation et de scénarisation. Peut-être qu'il a besoin qu'on aide à élaborer des scénarios, des mises en récit, peut-être avec un professionnel ou pas. Peut-être qu'il va avoir besoin d'acquérir un certain nombre d'objets qui vont permettre aux visiteurs, aux randonneurs, de rentrer pleinement dans le rôle du récit, dans l'aventure qui lui est proposée, dans l'histoire dont il fait partie, etc., etc. Vous verrez, il y a d'autres exemples. Par rapport à cela, par rapport à la notion du temps, eh bien, le gros travail qui est à faire, et par tout le monde, c'est s'interroger sur comment est-ce que je peux mettre le plus de souplesse possible au niveau du temps, au niveau des rythmes, dans l'organisation de ma prestation. Et pour lui, ça va être de rythmer la randonnée avec des temps qui vont être divers, qui vont être multiples, qui vont être variés, qui vont correspondre à chaque scénario, voire qui vont correspondre à chaque clientèle, à chaque type de client, bien évidemment. Et donc, comment est-ce que je vais faire en sorte pour que mes randonneurs se laissent
transporter, soit dans la crédulité de l'aventure que je vais leur faire vivre, de cette expérience extraordinaire. Alors, j'ai pris des exemples qui est réel, puisque le territoire est un territoire de frontières, et parmi les randonnées sur lesquelles on a travaillé avec cet accompagnateur, appelons-le Arnaud, eh bien, il y a des randonnées consacrées à la contrebande, sur les chemins des contrebandiers, au colportage et à la recherche de gemmes, donc de cristaux dans la montagne. Et donc, bien évidemment, à partir de cela, il y a toute une série de scénarios possibles, y compris, vous le voyez, avec l'intervention de personnes extérieures. Sur les mobilités douces, eh bien, je me suis encore trompé, c'est pas grave. Sur les mobilités douces, il y a la possibilité de travailler avec des vélos à assistance électrique. Et Arnaud, pour cela, va passer son brevet d'accompagnateur en VTT et de façon à ce qu'il soit en capacité d'accompagner un certain nombre de randonneurs sur des sentiers autres qui vont lui permettre, parce que la mobilité est plus rapide, qui vont lui permettre de scénariser la randonnée, ce qu'il ne peut pas faire à pied parce que l'itinéraire, par exemple, est trop long. Et puis, dans le cadre de la protection et de la valorisation du patrimoine, eh bien, il y a bien évidemment toute une série de gestes possibles, d'attentions possibles qu'il peut réaliser tout en restant dans le cœur de son métier. Dans le cadre de ces randonnées, favoriser l'approche sensorielle des paysages, de la faune, de la flore, etc., des minéraux. Et pour cela, eh bien, il y a un certain nombre d'outils qu'on a considérés, qu'il a considéré comme devoir être acquis de façon à se permettre effectivement aux visiteurs, aux randonneurs, de rentrer dans ces approches sensorielles. Et puis, bien évidemment, on renforçait, parce qu'il le faisait déjà, mais renforcer les temps de rencontre et de partage avec les acteurs de la montagne, qu'ils soient alpagistes, gardes forestiers, moniteurs de parcs, apiculteurs, etc., de façon à ce que, eh bien, il y ait cette révélation de cette montagne vivante, donc de ce territoire en immersion. Pour le temps, vous voyez, de la même manière, à chaque fois, en fonction de ce qui est choisi, eh bien, il y a à gérer les temps, je vous laisse les lire, il y a à gérer les temps, il y a à inclure des temps suspendus, des temps partagés, des temps particuliers. Sur les mobilités douces, on en a parlé, et puis par rapport aux démarches de protection du patrimoine également. Dernier point, par rapport à son accueil, par rapport à son garage, entre guillemets, puisque c'est le cas, hein, c'est vraiment le rez-de-chaussée de sa maison, dans le cas d'espèce, eh bien, on a convenu que, bien évidemment, il doit qualifier cet accueil. Il doit qualifier cet accueil, d'une part, en réalisant des roadbooks propres à chaque randonnée thématique, de façon à ce qu'il y ait effectivement le scénario, l'aventure, la mission, etc. etc. Il doit qualifier son accueil. Naturellement, c'est quelqu'un d'empathique, naturellement, c'est quelqu'un qui est accueillant, mais il doit travailler sur cet accueil plus confortable, etc. Donc, il y a un programme de réhabilitation avec des matériaux, bien sûr, éco-responsables de son garage, entre guillemets, pour en faire une vraie pièce d'accueil confortable, un tiers-lieu dans lequel, effectivement, le visiteur, va être accueilli. Il va prendre le temps, du coup, va se décliner de la même manière par rapport à ces temps d'accueil, par ces temps, j'ai envie de dire, d'initiation, de mise dans le sas de l'aventure, mais également dans les temps de retour, pour qu'il y ait ce temps de partage, ce temps d'imprégnation, et qu'il y ait effectivement le retour client qui est excessivement le retour visiteur, qui est effectivement très, très important en matière de tourisme. À la fois pour le visiteur, pour consolider, et à la fois pour soi, pour s'améliorer. Et puis, on va retrouver les notions de mobilité douce, bien évidemment, avec l'acquisition de matériel, et puis les préoccupations par rapport à ce local, en lien avec l'éco-habitat, l'éco-construction, etc., etc. Et un point excessivement important, c'est la constitution du réseau de partenaires SLO, à partir des prestataires avec qui il va travailler, ceux qui étaient notés dans le premier tableau, si vous vous souvenez, d'état des lieux, prestataires à l'extérieur de l'entreprise, mais qui deviennent des partenaires de l'entreprise à partir du moment où ils sont intégrés dans les… Voilà.
Et puis, le dernier point, effectivement, dans ce travail de qualification de l'accueil, eh bien, il y a l'aménagement et l'équipement, l'acquisition de mobilier, de pédagogique, ludique. Donc, vous voyez que du coup, on décline effectivement toutes les possibles et tout ce qu'il y a à faire pour assurer cette prestation slow tourisme simplement à partir de ces deux composantes de l'offre, mais qui sont caractéristiques de son métier, de sa prestation d'accompagnateur, de guide en moyenne montagne, été ou hiver. Voilà ce que je pouvais vous présenter très rapidement. J'ai peut-être été un tout petit peu long, mais c'était nécessaire, je crois, de pouvoir vous donner tout cela. Et bien évidemment, je suis à votre disposition pour répondre à vos questions. Quelqu'un reprend le fil? Oui, du coup, peut-être Sophie Mercier voulait… Non? Ah. Sophie, ton micro. Désolée. Non, c'est parfait. Si vous avez accès aux questions et si vous voulez effectivement voilà, voir comment on les aborde et dans quel ordre on les aborde, si vous préférez, je le fais. Ou Sophie aussi est là, Sophie Birkin. Mais on peut s'organiser. Alors. Du coup, il y avait déjà quelques questions sur récupérer les liens donc vers la page de l'appel à projet, la page également du replay du webinaire de lancement ainsi que vers les tutoriels de la DGE. Donc, j'ai mis ça dans le fil de discussion. Donc, vous les retrouverez dans le fil de discussion. Et je suppose également que le support sera peut-être envoyé aux participants. Oui, alors on peut envoyer aux participants, mais je pense que le newsletter, et là je fais appel à Sophie Pirquin, je pense que le newsletter va être fait sur le bilan de ce webinaire, dans lequel on créera un lien pour à la fois avoir accès au support de présentation et aussi au replay de notre séance d'échange. C'est ça? Tout à fait. Alors, donc ça, c'était déjà le premier point sur les liens. Ensuite, il y a voilà, il y avait le point de serait-il possible d'envoyer les liens par email, mais vous venez juste de répondre. Donc ça, c'est bon. Ensuite, question pour Jérémy. Peut-on répondre à cet appel à projet en tant qu'EPIC, Office de tourisme, un EPIC qui est gérant, camping, musée, complexe sportif et tourisme? Alors effectivement, c'est un cas un petit peu particulier. La réponse qu'on a apportée à une question un petit peu similaire, qui était, sans préciser le statut précis de l'Office de tourisme, mais qui était au-delà des avis d'opportunité sur les dossiers, Office de tourisme et puis plus globalement ADT, CDT, peuvent-ils être éligibles à l'appel à projet slow tourisme? La réponse que nous avons apportée dans la foire aux questions, vers laquelle je vous incite à la consulter parce qu'il y a énormément de questions auxquelles on a répondu sur cette foire aux questions, qui est également mise en ligne sur le site, sur le site de l'ADEME. La réponse est oui, les opérateurs touristiques institutionnels, que ce soit les offices de tourisme ou les ADT, les CDT, sont éligibles à l'appel à projet en tant que porteurs ou partenaires des porteurs de projets, par exemple, notamment pour assurer la commercialisation de l'offre touristique concernée. En revanche, ces acteurs-là ne constituent pas le cœur de cible de l'appel à projet, ça il faut bien le comprendre, qui vise par priorité des entrepreneurs privés portant des projets de création ou de qualification d'offres de slow tourisme. Et puis, vous l'avez certainement lu dans l'appel à projet, mais les offices de tourisme, comme les ADT et les CDT, doivent pouvoir accompagner les porteurs de projets. Et surtout, il leur est demandé de donner un avis express à un porteur de projet qui le demanderait. Or, si un office de tourisme porte lui-même un projet, il ne sera pas habilité à donner un avis pour un projet sur le même territoire. Donc, voilà, il lui sera demandé de renvoyer le porteur de projet qui solliciterait pour un avis vers
un autre opérateur touristique, un autre office de tourisme, l'ADT ou le CDT, même si ce n'est pas forcément sur le même territoire, même si c'est au niveau du département ou de la région, mais en tout cas de pouvoir réorienter le porteur de projet qui le solliciterait. Donc la réponse me semble être oui. Voilà, cette question peut très bien être posée à l'ADEME, parce que voilà, l'ADEME reçoit toutes les questions sur son site et nous répondons sur la foire aux questions que nous mettons, que l'ADEME actualise et remet en ligne très régulièrement. Donc voilà, cette question peut très bien faire l'objet d'une réponse un petit peu plus complète et une mise en ligne sur la foire aux questions. Alors, dans la même perspective, une commune peut-elle être porteuse de projet pour un collectif de communes? Alors, les collectivités territoriales ne sont pas éligibles en tant qu'acteurs publics. Seules sont éligibles les émanations des collectivités territoriales qui agissent soit en tant qu'opérateurs touristiques institutionnels, donc là, ce sont les CDT, les ADT, et puis surtout les offices de tourisme pour les communes, soit en tant qu'hébergeur, et là, c'est l'exception, en fait, c'est-à-dire qu'une commune peut être éligible seulement si elle est propriétaire ou gestionnaire d'un hébergement touristique et qu'elle souhaite enrichir cette offre d'hébergement d'un produit de slow tourisme. C'est la seule exception, mais dans tous les autres cas, une collectivité publique n'est pas éligible à l'appel à projet qui cible, comme on l'a dit, plutôt des entrepreneurs privés. L'objectif, c'est vraiment la commercialisation d'un service et dans une logique entrepreneuriale. Donc c'est pour ça qu'en fait, il faut que ça soit vraiment attaché à une structure qui a la capacité de commercialiser un service et que ça soit un service qui soit pérenne, pas juste l'organisation d'un festival à un instant T qui pourrait être considéré comme une activité commercialisable, mais quelque chose de pérenne dans le temps et que le touriste pourrait retrouver régulièrement sur le territoire. Du coup, là, plus des questions. Alors là, c'est une question plus pour Hugues. Des exemples de composantes non utilisées et disponibles sur le territoire. Oui, alors, on va envisager deux cas. Il y a bien évidemment, sur un certain nombre de territoires, même si c'est de plus en plus rare, des composantes non touristiques qui ne sont pas encore mises en tourisme. Nous en connaissons tous. Le tourisme ne se résume pas aux activités dites touristiques. Il y a énormément d'activités présentes sur le territoire qui participent à la composition du séjour du visiteur. Donc, et on sait que effectivement, le champ des possibles, le champ des intérêts augmente régulièrement, que ce soit les savoir-faire, que ce soit les rencontres avec des personnes différentes, que ce soit des pratiques, que ce soit des choses à goûter, à faire, etc., etc. Ça, c'est des composantes qui sont non touristiques, qui sont sur le territoire. Éventuellement, il peut y en avoir encore qui ne sont pas encore mises en tourisme, soit parce que les acteurs n'ont pas encore franchi le pas d'une mise en tourisme, ce n'est pas leur métier premier d'accueillir du visiteur, soit parce que effectivement, ce n'est pas encore été repéré dans un potentiel touristique. La deuxième chose, c'est, je vais prendre un exemple très, très simple. En hiver, par exemple, qui aurait pensé que le métier de pisteur puisse, à un moment donné, un pisteur puisse, à un moment donné, être une personne ressource, une personne contact, une personne partage, une personne rencontre pour un certain nombre de skieurs par rapport à son expérience, par rapport à ce qu'il fait, par rapport à son métier, par rapport à ses pratiques. Si je prends le même exemple des stations, il y a un certain nombre de stations qui proposent en plus, hors vacances scolaires par exemple, à quelques privilégiés de pouvoir aller tracer les pistes le soir, piste verte et piste bleue, puisque les autres, c'est considéré comme dangereux, sont des expériences qui sont extraordinaires. Voilà un type de composantes non touristiques. Et ça, c'est pour le territoire. Et puis, il y a les composantes qui sont nouvelles pour l'entreprise elle-même, parce qu'elles ne sont pas
ce sont des composantes qui sont présentes sur le territoire, mais avec qui l'entreprise ne travaille pas encore et qui peuvent effectivement venir enrichir les propositions de l'entreprise. Et c'est plutôt celle-là auquel nous pensions. C'est l'exemple de notre accompagnateur en moyenne montagne avec l'apiculteur. Il travaillait effectivement avec les alpagistes, il rencontrait de temps en temps les forestiers et les gardes du parc, il y avait des échanges sans que ce soit vraiment formalisé. Et donc Arnaud va les formaliser dans le cadre, à bon escient, dans le cadre de la thématisation de ces rencontres. Et puis il y a surtout l'apiculteur qu'il n'avait pas intégré dans la découverte. Et par rapport à son approche de la flore mellifère, par rapport à son approche de l'histoire, par rapport à son approche anthropologique et ethnologique du territoire, le rôle de l'abeille, le rôle du miel, de la cire, les usages, etc., sont extrêmement importants. Et donc, il intègre du coup l'apiculteur dans sa prestation. Pour un restaurateur, ça peut être le fait de faire venir des vignerons, et Dieu sait si vous en avez sur votre territoire, de faire venir des producteurs locaux qui vont présenter leurs produits, qui vont raconter une histoire. C'est inviter ces visiteurs qui ont dégusté un vin à aller se rendre sur l'exploitation viticole, rencontrer le vigneron, bien évidemment annoncé par le restaurateur. Vous voyez, c'est plein de choses comme ça. Donc, ce sont des composantes qui existent sur le territoire, mais qui ne sont pas encore valorisées dans le cadre de la prestation de l'acteur qui passe sous le tourisme. Une question plus accompagnement. Peut-être Jérémy, quels sont les acteurs dans les ADT qui sont missionnés pour ces accompagnements? Oui, j'ai vu la question. J'espérais que tu me la poses pas. Non, oui, je la comprends pas non plus. Oui, c'est ça. Alors du coup, est-ce que Claire Pradel peut, dans une autre question, préciser sa question? Après, on avait une question aussi. Il y a Sophie Portier. Oui. Tu souhaitais répondre en direct, je vois. Non, non, c'est que je la mettais de côté. Ah d'accord, très bien. Ok. Je disais, tu voulais répondre, bon, c'est bien. Non. Alors, en pourcentage, jusqu'à quelle hauteur les investissements liés au projet peuvent-ils être pris en compte pour l'entreprise et comment doivent-ils être chiffrés? Alors, sur comment les investissements doivent-ils être chiffrés, en fait, dans le dossier qui est déposé, il faut chiffrer l'ensemble, enfin la globalité du projet. Et au sein du projet, en fait, vont être identifiés les investissements liés donc à la dimension mise en slow tourisme en cohérence avec la transition écologique. Évidemment, comme l'appel à projet est porté, donc est copiloté par l'ADEME et la DGE, je rappelle que l'ADEME est l'agence de la transition écologique, que donc en fait l'objectif du projet est aussi d'avoir un impact environnemental positif. Et donc seront pris en compte, si jamais le projet est sélectionné dans le cadre du comité de sélection, les investissements qui seront pris en compte sont ceux qui ont une dimension transition écologique, en supplément des 4 piliers slow tourisme que Jérémy et Hugues ont pu largement aborder dans leur présentation. Donc, en fait, il n'y a pas nécessairement jusqu'à quelle hauteur les investissements liés au projet peuvent-ils être pris. En fait, pour déposer un dossier, il faut que le montant minimum d'investissement au global soit de 20 000 euros. Au maximum, en fait, on financera au maximum des projets à hauteur de 200 000 euros. Mais du coup, je ne peux pas forcément répondre à cette question de pourcentage parce qu'elle peut être variable. Au maximum, je ne sais plus, Jérémy, si on avait dit 60 ou 70. C'est 70. 70. 70%. Ouais. C'est un maximum de 70%, mais en fonction de la nature des dépenses et de la façon dont est ficelé le projet, le pourcentage peut être variable. Je ne sais pas, Jérémy, si tu veux préciser ma réponse. Non, c'est clair. Très bien. Oui, non, c'est clair.
Je vais enchaîner peut-être de la Oui. DDT de l'Hérault. Une association regroupant un réseau d'acteurs peut-elle déposer un dossier sur un projet global structurant de slow tourisme? Une association regroupant un réseau d'acteurs, est-ce qu'ils peuvent déposer un dossier? Jérémy? Oui, 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 bah, a priori, oui. Après, le projet sera analysé. Vous avez bien compris voilà, qu'on va demander des projets qui permettront de commercialiser des offres. Et voilà, et inscrits dans des territoires éligibles, bien sûr, mais si si le porteur est éligible, et là, il semble l'être, et si le projet est éligible, il sera analysé. Après, voilà, faut pouvoir voir le projet pour voir ce qu'il y a derrière. Euh, Après, c'est vrai aussi, peut-être pour compléter ma réponse, les projets portés à échelle nationale par des réseaux ne sont pas là non plus la cible prioritaire de l'appel à projet, hein. On le redit, mais voilà, on est vraiment plus sur des projets entrepreneuriaux visant à commercialiser des offres. D'accord. Et toujours sur la question des communes, pardon, si un réseau veut créer des cheminements doux pour relier ses établissements membres, mais que certains sont sur des communes non éligibles, le projet est-il recevable? Oui, alors là, on a apporté une réponse dans la foire aux questions. Si vous me permettez, je vais vous la lire puisqu'elle est très complète. Et comme ça, je collerai à la question. Voilà, la question était une activité s'étendant sur plusieurs communes, dont certaines hors périmètre, c'est-à-dire ne figurant pas dans la liste des communes éligibles. Cette activité est-elle éligible? La réponse que nous avons donnée, c'est oui, dès lors que l'essentiel du projet se déroule sur un ou plusieurs territoires éligibles. L'intégration d'une commune non éligible, comme ça semble être le cas dans l'exemple que vous prenez, devra se justifier. Par exemple, on peut penser voilà, à un hub de transport. Mettons un projet autour de Toulouse, dans une zone assez rurale, mais dont un projet, enfin, même un circuit en itinérance, mais qui part de Toulouse, mais qui s'étend sur 15 jours derrière, plutôt dans des territoires ruraux. Si l'argument, c'est de dire, eh bien, le hub de transport, c'est Toulouse, les gens viennent de toute la France et donc sont récupérés à l'aéroport de Toulouse, voilà, c'est quelque chose qui sera entendable. De même sorte que voilà, si c'est un site remarquable, plutôt dans une commune non éligible, et si là encore, c'est pas l'essentiel du projet, mais juste une petite partie du projet, voilà, à partir du moment où c'est argumenté, ça peut être recevable. Et je rappelle qu'il faut qu'aussi le projet slow tourisme soit global et ne s'adresse pas à juste un des piliers du slow tourisme. Donc là, en l'occurrence, là sur la question du cheminement doux, évidemment, c'est le pilier mobilité douce. Mais en fait, on cherche vraiment à avoir des projets globaux et qui ne s'adressent pas, donc, par exemple, juste déposer un projet où il est juste nécessaire d'acheter des vélos pour développer une activité. Il faut que ça s'insère dans une activité plus globale, expérientielle, à la découverte du patrimoine local, naturel ou culturel, etc. Donc, je vous invite vraiment à regarder le texte de l'appel à projet et de bien voir les 4 piliers du slow tourisme. Pareil, dans la foire aux questions, vous avez un détail sur les 4 piliers des typologies d'investissement ou de dépenses que l'on pense être éligibles. Donc, ça vous donnera des exemples concrets de voir comment vous pouvez accompagner les porteurs de projets et les guider dans ce qu'ils peuvent porter comme projet dans l'appel à projet. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme question? Alors, il y a une question, c'est pareil, je ne suis pas sûre de la comprendre. J'ai 3 communes gestionnaires d'hébergement touristique et d'équipements touristiques qui souhaitent répondre à l'appel à projet sur un même projet. Itinérance 12, découverte du patrimoine bâti et gastronomique. Une seule commune pour un projet structurant sur le territoire. C'est-à-dire, en fait, j'ai du mal à comprendre comment ça peut être
3 communes et un projet. Je ne sais pas si, Jérémy, tu comprends mieux la question que… Non, pas vraiment. Bah, a priori, si les 3 communes sont gestionnaires d'hébergement, qu'elles ont un projet qui vise à créer une offre de slow tourisme à partir de ces hébergements-là, j'ai envie de dire que le projet pourrait être recevable, enfin éligible. Voilà, ça pourrait être un projet en groupement, mais voilà, Ouais. c'est un peu particulier comme. Après, sur la question, justement, ça me permet de rebondir sur la question des groupements ou des réseaux d'acteurs. Effectivement, il est tout à fait possible de déposer un projet en groupement, en partenariat. Il faut néanmoins qu'il y ait un porteur de projet leader, entre guillemets, du projet et que ce soit le point de contact clé du projet. Est-ce que vous avez identifié d'autres questions? Qui dépose le dossier de réponse à l'appel à projet, donc plutôt une entreprise privée qui aura été ciblée par un partenaire ADT, OT ou parc naturel, qui l'aide à constituer le dossier, point d'interrogation. Donc oui, hein, vous avez dit, c'est l'avis de l'OT ou du CDT, de l'ADT. Par contre, les PNR, effectivement, peut-être que tu veux préciser ça, Jérémy? Oui, effectivement, l'avis express est délivré par un office de tourisme ou par un ADT et un CDT, pas par un PNR. Là aussi, on l'a précisé dans la foire aux questions. Je vais vous donner la réponse très précise qui a été donnée. Voilà. Voilà, les OT, ADT, CDT sont les opérateurs touristiques de référence pour cet appel à projet. Ils ont été choisis de par leur couverture nationale. C'est donc vers eux que les porteurs de projet devront s'adresser en priorité pour recevoir un avis sur leur dossier, qu'il s'agisse de leurs opérateurs de référence ou d'un opérateur de proximité. À défaut de pouvoir recueillir cet avis et en le justifiant, donc c'est vraiment un cas d'exception, hein, un porteur pourra présenter l'avis d'un autre opérateur institutionnel ayant des compétences touristiques sur le territoire. Donc là, effectivement, dans ce cas exceptionnel, un parc naturel régional pourrait émettre un avis. Mais c'est un petit peu compliqué pour le porteur de projet parce qu'on lui demandera de le justifier. Voilà. Alors, il y a une question sur y a-t-il une liaison avec le label, alors, je vais essayer de le faire avec un accent italien, Citaslo, ou Citaslo en français, ou bien on est complètement dans un slow tourisme revisité par les Français? Jérémy, est-ce que tu… Je pensais peut-être à Hugues, du coup, pour répondre à cette question. Oui. Oui, si tu veux. Je relis la question. Ah, pardon. Oui. C'est la question de Caroline Leclan à 16h20. Vous m'entendez? Oui. Voilà, oui. Très bien. Je relis la question pour être sûr de bien comprendre. Alors, y a-t-il un accent mis spécifiquement sur les produits agricoles bio locaux, donc la qualité du produit, et y a-t-il une liaison entre le label Citaslo ou bien est-on complètement dans un slow tourisme revisité par les Français? Alors, le travail que nous avons fait est un travail qui là aussi va jouer sur 2 registres. Le premier registre, c'est correspondre en totalité à l'ADN, aux composantes du slow, puisqu'il s'agit que le slow tourisme à la française, entre guillemets, soit un slow tourisme qui soit reconnu et validé par l'ensemble des clientèles qui viennent nous voir, et il n'y a pas que les Français, bien évidemment, il y a les étrangers. Donc, nous sommes bien sur les mêmes valeurs de fond du slow que l'on va retrouver dans Citaslo. Pardon. Par contre, nous avons voulu et souhaité, je parle sous l'autorité de Jérémy, nous avons voulu le décliner à la française. Et vous trouverez dans les tutoriels, dans les documents qui accompagnent les tutoriels sur le site du ministère,
vous trouverez un certain nombre de composantes plus spécifiques françaises sur lesquelles ça nous paraît être, il nous est apparu important d'insister pour valoriser finalement les spécificités des territoires. Donc, pour l'Occitanie, la spécificité, bien évidemment, de cette région et des territoires qui composent cette région, puisque le SLO, c'est bien l'expression de la diversité, de l'extraordinaire richesse des diversités qui existent. Donc, pour la question 1, est-ce que l'on met particulièrement l'accent, pas spécifiquement, mais particulièrement l'accent sur les produits agricoles bio locaux? J'ai envie de dire oui. Il y a bien évidemment une attention particulière portée aux produits locaux, aux produits circuits courts, etc. Et qui plus est, agriculture raisonnée, voire agriculture bio. Y a-t-il une liaison avec le label Cheetah Slow? Oui, dans l'essence même de la démarche Slow, mais non dans un copier-coller du Cheetah Slow, puisque nous sommes sur une démarche spécifique et qui plus est plutôt à destination rurale, même si bien évidemment il n'y a pas que la campagne qui est ciblée. Voilà, il me semble, mais je passe sous l'autorité de Jérémy, voilà, il me semble la réponse que l'on peut faire à cette question. Et ça me permet de rebondir sur la question suivante. Sera-t-on homologué slow tourisme? En fait, on est sur un appel à projet, on n'est pas sur une question de labellisation ou homologation. Jérémy, peut-être que tu veux… Oui, non, c'est exactement ça. Enfin, il n'y a pas d'homologation slow tourisme. Ce qui peut prêter à confusion, c'est peut-être les tableaux, en fait, les tutoriels qui peuvent, parce qu'on nous a déjà fait la remarque, la réflexion, qui peuvent effectivement être perçus par certains comme une grille d'homologation ou de certification. C'est pas du tout le cas. Vous l'avez vu dans la présentation, les tutoriels sont là vraiment pour aider à la réflexion, pour donner un cadre, mais pas du tout pour cocher des cases et pour, au final, donner une labellisation ou un référencement slow tourisme. C'est pas l'objectif. Et l'appel à projet se place également dans cette philosophie-là, qui est l'accompagnement financier, là, du coup, des porteurs de projets, mais pas du tout leur homologation. Puisqu'on parle de labellisation, la labellisation d'un projet n'est pas du tout une obligation dans le cadre d'un projet qui sera déposé dans l'appel à projet slow tourisme. En revanche, ça peut très bien être une composante du projet. Un projet peut très bien proposer une série de démarches dans son projet pour acquérir au final la labellisation ou l'obtention d'un label qui soit bien sûr en concordance avec les valeurs et les principes du slow tourisme. Ce ne sera évidemment pas la seule action du projet, sinon ça risque d'être un peu léger, mais voilà, ça peut très bien être une des actions proposées dans le cadre du projet, donc la labellisation, l'obtention d'un label en accord avec les valeurs du slow tourisme. J'ai un peu débordé, du coup. Je vois qu'il est 16h40. Je pense qu'on peut… Il y a plus trop de questions restantes. Peut-être juste aussi sur le timing, du coup, effectivement, le délai du 14 juin Oui. paraît compliqué, puisqu'on disait tout à l'heure qu'il fallait prendre le temps pour laisser mûrir les projets. Or, voilà, peut-être dire qu'il y a une deuxième vague, je ne sais pas. Effectivement, la première vague, les porteurs de projets peuvent déposer leur dossier jusqu'au 14 juin à 16h. Et il y aura une deuxième vague en fait, qui courra entre septembre et octobre, donc 2021. Avec, on précisera les dates, mais ça sera à peu près, je pense que l'appel à projet sera réouvert au courant de l'été avec un dépôt d'ici fin octobre. Et je crois avec le même montant, hein, donc pas forcément fait. d'inquiétude à avoir. Voilà. Très bien. Sophie, merci. Je ne sais pas si tu veux, peut-être pour clôturer. Comme tu veux, sinon je te laisse le faire, parce que c'est toi qui vas suivre aussi tous ces acteurs qui s'engagent sur le tourisme durable. Est-ce que, voilà, j'ai envie de te laisser la parole, parce qu'effectivement, c'est tout ton réseau qui est en train de se former là. Et tu es spécifiquement aussi
le relais dans ce travail avec l'ADEME. Donc, à tout l'honneur. Mais en tout cas, moi, je remercie beaucoup la mobilisation, toutes les personnes qui sont venues aujourd'hui. On a été jusqu'à 72 participants à cette réunion. Donc, voilà, et merci aux intervenants. Voilà, je te laisse, Sophie, donner les éléments de conclusion. Non, mais pas plus à dire, si ce n'est de effectivement vous remercier vraiment vivement, Hugues, Jérémy et Sophie, parce que c'était vraiment important et je crois que les acteurs, là, au vu du nombre de questions qui ont été posées, on voit bien qu'il y avait une nécessité d'aller un petit peu plus loin. Donc, vraiment, un grand merci à vous. On reste, oui, au CRTL, évidemment, à votre disposition pour toutes les questions qui pourraient venir par la suite. N'hésitez pas, effectivement, voilà, je suis un petit peu votre relais au comité régional du tourisme. Voilà, donc n'hésitez pas à nous contacter. Vous avez évidemment nos coordonnées. Pas plus à dire. Merci à tous. Merci énormément. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Merci à tous. Et merci, au revoir. Vive le slow. Au revoir. Au revoir. À bientôt. À bientôt. Au revoir, merci.